Jeudi 27 janvier marque la journée internationale pour la mémoire de la Shoah, des génocides et l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'Armée rouge. En culture, on a une question. Comment ou est-ce que les livres, les films, les documentaires, les concours peuvent aider à transmettre l'histoire en toute dignité? Pour reprendre le titre du livre d'Aurélie Bargennet, nous entrons maintenant dans une ère de non-témoins. C'est-à-dire que ce qui est proposé aujourd'hui est réalisé la plupart du temps par des gens qui n'étaient pas dans les camps. Alors cette question, on va la poser à nos invités. Nous sommes avec Yanis Roder, en direct du Mémorial de la Shoah à Paris. Il est professeur agrégé d'histoire, il enseigne en réseau d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Il a publié le livre « La jeunesse française, l'école et la République » aux éditions de l'Observatoire. Il n'a pas publié que celui-là, mais enfin c'est le dernier. Et puis il est par ailleurs chargé des formations au Mémorial de la Shoah. Nous sommes également avec François Heilbronn, le vice-président du Mémorial et qui vient de publier, lui, le livre « Deux étés 44 » aux éditions Stock. Et puis, nous sommes également avec Philippe Lévy, qui est responsable du département jeunesse du Fonds social juif unifié et qui est co-organisateur d'un rare prix, on va dire, destiné aux élèves en France. C'est le prix Corin. Bonsoir, bonjour à tous les trois. Bonsoir. Bonjour. Voilà, alors déjà une question pour vous, Philippe Lévy. Merci d'être là dans des conditions de Skype. Merci d'avoir installé Skype pour nous, d'ailleurs, c'est adorable de votre part. On sent l'implication. Voilà. Le prix Corin est remis le 2 février, en présence d'ailleurs du ministre français d'Éducation nationale. Il récompense des projets scolaires sur l'enseignement de la Shoah. Lesquels de projets ? Alors depuis effectivement 1989, ce sont des projets menés par les enseignants et les élèves, premier et second degré, pour vivifier la transmission de la mémoire de la Shoah. Donc ça peut être travailler sur une exposition, une pose de plaque, travailler comme des micro-chercheurs autour de la vie de Juste parmi les nations ou d'une famille qui a été décimée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est toute action pédagogique entreprise dans le cadre de l'école pour que ces élèves explorent ces faits de l'histoire et puissent d'une certaine manière, en bons citoyens, pouvoir en parler aussi en grandissant, même si on le sait, et Yanis le sait mieux que moi, il y a des temps pour en parler dans le cadre des programmes. Là, je voulais souligner que ces enseignants le font souvent sur un temps extrascolaire. Yanis Roder, vous faites partie du comité d'attribution de ces prix. Alors là, cette année, ce sont des élèves de CM2 de Poitiers, des élèves de Terminale de Bordeaux, des élèves de Gap qui ont gagné ce prix Corin. Pourquoi ont-ils gagné ? Vous savez, le point commun entre ces trois projets qui effectivement ont remporté le prix Corin, c'est de travailler sur l'histoire locale. L'école élémentaire de Poitiers, qui a remporté le premier prix, elle a travaillé à partir d'un registre d'appels où ils ont identifié, ils ont trouvé le nom d'élèves juifs qui ont été emportés dans la catastrophe de la Shoah. Ils ont reconstitué avec leur maître d'école le parcours de ces enfants. Donc on est ancré dans l'histoire locale. Même chose pour le lycée professionnel Charles Péguy de Ézine, à côté de Bordeaux, qui a travaillé sur l'histoire du camp de Mérignac. Et même chose pour un autre lycée professionnel des métiers de Gap, le lycée Sévigné, qui lui a travaillé également sur la communauté juive locale à Gap, mais aussi sur les justes, c'est-à-dire les gens qui ont caché des juifs pendant la guerre. Et d'ailleurs, ils ont déposé un dossier à Yad Vashem, au comité français de Yad Vashem, pour qu'un religieux local soit reconnu comme juste parmi les nations. Donc vous voyez, un ancrage local à chaque fois. François Heilbronn, dans votre premier et nouveau livre, voilà, Deux étés 44, dont on va parler longuement tout à l'heure, vous remerciez le professeur Claire Podetti et sa classe de 3e du collège Charles Péguy de Massy-par-les-Eaux pour un travail dans le cadre du projet Convoi 77. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Convoi 77 ? Le Convoi 77, c'est le dernier grand convoi parti de France le 31 juillet 1944, où il y avait 1300 juifs à bord, dont 300 enfants, notamment tous les enfants raflés des orphelinats de l'ULIF en France. Et il y a eu un projet qui a été lancé par Georges Meyer il y a quelques années, c'est qu'il fallait identifier chacune des personnes de ce convoi et demander à une classe de travailler pour reconstituer la vie. Non pas raconter la mort,
mais reconstituer la vie de ces personnes. Et dans le cadre de ce projet, le professeur Claire Podetti, qui est formidable, qui a d'ailleurs été récompensé par un prix du mémorial qui s'appelle le prix Ernest et Claire Heilbronn, a fait un travail avec sa classe sur 2 de mes grandes tantes, Denise et Lucienne Klotz. Et donc, elle est allée avec sa classe dans les archives familiales, dans les archives du mémorial, dans les archives à Caen, pour reconstituer tout le parcours, à la fois de leur vie, mais aussi de leur arrestation, de leur déportation et de leur assassinat. Et après, ils l'ont mis sous forme théâtrale. Ils ont construit une pièce de théâtre à partir de ça. Et donc, c'est aussi de la création artistique. C'est souvent soit des spectacles de danse, soit de la musique, soit de la poésie, soit des textes. Et le Convoi 70, c'est formidable parce que pour chaque déporté, et alors évidemment, il y a des déportés juifs français comme mes grandes-tantes, parisiennes, mais il y a aussi des déportés juifs étrangers, arrêtés en France, mais venant de pays étrangers. Et donc, c'est un projet européen où il y a des professeurs qui travaillent avec des classes dans différents pays européens pour reconstituer la vie des déportés originaires de ces endroits. Donc, c'est vraiment un travail pédagogique éducatif de très grande qualité. Et d'un niveau national et français. Yanis Roder, voilà, on arrive maintenant au cœur de notre thème. Vous êtes au Mémorial de la Shoah, là, en direct. Quel est votre avis sur l'enseignement ou cette transmission de la Shoah, de l'histoire de la Shoah? En fait, ma question, c'est les jeunes, les scolaires, est-ce qu'ils ont besoin de faits historiques, parce que vous êtes professeur d'histoire, ou est-ce qu'ils ont besoin de fiction? Qu'est-ce qui est plus facile à faire passer? L'animation, les docs, les BD, ou des cours d'histoire tradis? Je crois que les deux choses se complètent en réalité. D'abord, je suis professeur d'histoire, vous l'avez rappelé. Agrégé. Je crois qu'il faut d'abord faire de l'histoire. Oui, mais ça, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut d'abord faire de l'histoire et essayer de faire comprendre aux élèves aujourd'hui tout l'intérêt et toute l'importance d'une bonne connaissance historique du passé, et notamment de ce passé à la fois traumatique, mais en même temps très politique. C'est-à-dire que nous faisons une histoire politique. Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut avoir travaillé sur les événements critiques du passé. Donc ça, c'est la première chose. Et pour rentrer ou pour attirer l'attention sur cette histoire et sur ces pages de l'histoire, pourquoi ne pas entrer par des fictions? Pourquoi ne pas entrer par la bande dessinée? Pourquoi ne pas utiliser différents supports? Là, je me trouve dans la dernière exposition temporaire du Mémorial de la Shoah sur Spirou dans la tourmente de la Shoah. Cela peut être un support, c'est-à-dire que ça ne peut pas se substituer au cours d'histoire, mais ça peut accompagner le cours d'histoire, aussi bien le théâtre, comme l'a rappelé François Heilbronn, que n'importe quel support en réalité qui permet d'entrer ou alors d'accompagner un enseignement qui doit d'abord être un enseignement historique et politique au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens où il va édifier les élèves qui sont de futurs citoyens et donc responsables. Mais alors, je pose une question à tous les trois. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale digne à tenir? Je pense que Yanis l'a dit. François. Il faut être rigoureux, exigeant sur la réalité et la véracité historique. On ne peut pas déformer les faits historiques. À partir de là, on peut faire preuve d'imagination, de création, et qui justement permet de passer des messages à d'autres types de générations sur d'autres supports. Mais il faut être d'une rigueur historique totale, et on en parlait avant le plateau. Le film La vie est belle, pour moi, est une dénaturation de l'histoire. Un autre film de Train de vie de Radu Milanaou, qui est une fable, au contraire, est proche de la réalité historique. Donc dans la création, il faut savoir articuler des faits historiques 100% exacts, parce qu'on ne peut pas trahir ça. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon roman, je ne trahis rien, je romance, mais je ne trahis rien. Et c'est ce que font beaucoup de romanciers. Et grâce au travail et à la richesse historique, et grâce notamment à la qualité des archives qui est au Mémorial de la Shoah, on a tous les éléments au Mémorial de la Shoah pour ne pas se tromper sur la vérité historique et ce qu'on doit transmettre sur tous les supports culturels qu'on peut utiliser. Je vous propose tous les trois, alors pas vous deux parce que vous êtes là-bas, mais en tout cas nous, on va regarder, si vous voulez bien, un petit bout de ce blog qui était tenu par une fausse Anne Frank, c'est titré Eva Story. Elle a un compte certifié en plus, c'était sur Instagram. Et l'accroche, c'était voilà ce qu'aurait posté cette jeune fille, une jeune fille, si Instagram avait existé pendant la Shoah. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Thank you, Grandma. And your mother sent you something very special for your birthday. Okay.
Voilà, Eva Story compte certifier 1 million et quelques d'abonnés sur Instagram. François Heilbronn, quelle est votre expertise au sein du mémorial de la Shoah? Comment se comportent les scolaires? Comment vivent-ils l'expérience muséale? Alors d'abord, je suis vice-président du mémorial et c'est à ce titre que je parle là. On est très heureux parce qu'il y a eu la période du Covid, et donc on a perdu les scolaires à ce moment-là, mais on a envoyé des équipes formidables pédagogiques, d'ailleurs, avec l'aide de Yanis, dans les écoles. On a touché plus de 30 000 élèves. Là, aujourd'hui, on a 100 000 élèves qui viennent dans les différents sites du mémorial, parce qu'il y a le mémorial de la Shoah à Paris, mais il y a aussi Drancy, il y a aussi maintenant le Chambon-sur-Lignon, et il y a aussi la gare de Pithiviers et aussi le Cercy à Orléans. Donc on a plusieurs sites. On a eu 100 000 élèves qui sont venus. En fait, les élèves, quand ils viennent, ils se comportent bien. Quelles que soient leurs origines, leur culture, ils se comportent bien. Ils sont dans un lieu à la fois de mémoire, un lieu de recueillement, mais aussi un lieu où la qualité des pédagogues et du personnel accueillant, parce que c'est notre personnel du mémorial à Shoah qui est très bien formé sur le plan historique comme pédagogique, qui les accueille, ils se comportent très bien. Ils sont très intéressés. C'est-à-dire que même les professeurs, ça je pense que Yanis pourra compléter, les professeurs sont surpris à quel point, ça dure longtemps, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures, pendant 2 heures, 3 heures, ils font pas de texto, ils font pas de petites blagues, ils écoutent. Ils font pas de selfie. Ils font pas de selfie, un peu à la fin quand même. Mais ils sont vraiment là. Et ils participent, et ça dépend en fait de la qualité pédagogique, et on attache une énorme importance à la pédagogie et aux techniques pédagogiques de compréhension, d'ouverture, et puis c'est adapté aux différentes classes d'âge. C'est-à-dire qu'un élève de CM2, on ne l'accueille pas de la même manière qu'un élève de terminale. Je pense que je peux laisser Yanis compléter là-dessus. Yanis, on a beaucoup entendu cette phrase et on a lu dans quelques sondages que dans certains quartiers, on ne peut plus enseigner la Shoah ni parler de certains sujets. Nous, on croit bien évidemment aux vertus de l'école laïque et républicaine, beaucoup dans Culture, la preuve avec ce prix Corin. Vous enseignez, vous parrainez ces visites. On dit, malgré tout, vous prenez des pincettes, ça se passe bien? Écoutez, oui, ça se passe bien. Et pour revenir à votre phrase, c'est-à-dire on n'enseigne pas ou on n'enseigne plus la Shoah dans certains quartiers. Je ne veux pas nier les difficultés que rencontrent certains de mes collègues enseignants dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains établissements scolaires. Néanmoins, j'ai du mal, moi, à penser qu'on n'enseigne plus ou qu'on n'enseigne pas. Nous recevons, vous savez, en formation, de très nombreux enseignants, 3, 4, 5 000 par an, au Mémorial de la Shoah, ou alors nous nous déplaçons dans les académies, et très rares sont les enseignants qui nous disent qu'ils n'enseignent pas ou qu'ils n'enseignent plus. En revanche, plus nombreux sont ceux qui, effectivement, nous disent « on rencontre des difficultés, je sèche face à des questions qui me déstabilisent. Donc je viens auprès de vous pour m'outiller intellectuellement, scientifiquement, d'où l'importance de l'histoire et l'importance, François l'a rappelé, il a tout à fait raison, du fond scientifique, qui est vraiment la base de tout. Et parce qu'on possède le fond scientifique, ce qui est le cas des médiateurs et des experts du mémorial de la Shoah dont parlait François Heilbronn, on peut être un bon pédagogue. L'un ne va pas sans l'autre et il n'y a pas à opposer la pédagogie à la science historique. Les deux vont de pair et on ne peut pas être un bon pédagogue si on n'est pas scientifiquement armé. Revenons à ces produits culturels. Vous, Philippe Lévy, au sein du département du Fonds social juif unifié, quel est votre avis sur ces documents, sur le film Où est passé Anne Frank, qui a permis d'ailleurs à des enfants plus jeunes de voir ces films? Quel est votre regard sur ces produits culturels? Est-ce qu'ils sont honorables? Alors, je rejoins François et Yanis sur le courage des enseignants et sur leur pugnacité, parfois dans des contextes difficiles. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que quand on voit d'ailleurs ce qui émane des prix Corin, on a toujours un roman graphique, une BD, quelque chose qui va effectivement attirer l'émotion du jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant le remet toujours dans quelque chose de factuel. Donc en fait, toute cette sémiologie culturelle permet à ces enseignants de décrypter les faits, la vérité, à l'heure de la post-vérité ou le complot, le fait qu'une vérité soit déguisée est monnaie courante aujourd'hui. On a parlé d'Eva Story. Ça peut être le cas aussi des influenceurs comme Thibaut Inchep qui se retrouvait avec Ginette Kolinka à Auschwitz. Ça a été très critiqué. La question que se pose quand même beaucoup d'éducateurs
c'est quelle est justement la limite à ne pas franchir. Trop de fiction, eh bien, ça a été le débat des bienveillantes, il fut un temps. Trop de faits peut rendre aride la pédagogie. C'est ce juste milieu dont parle Yanis qui permet effectivement à un enseignant de faire passer le message dans la factualité et quand même dans l'émotion. Sinon, il n'y a pas de porosité et disponibilité du jeune. Et on doit travailler avec toute cette ingénierie de support culturel, bien les choisir et le remettre dans un contexte et parfois décrypter le message si d'aventure il y a eu un pas de côté sur la réalité, par exemple. Bien sûr, parce que, bon, voilà, regardez, on a qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus digne, les reconstitutions, les animations. Est-ce qu'un film comme Simone, qui n'a pas hésité à reconstituer les camps, est-ce que c'est honorable? La vie est belle, vous avez trouvé que c'était indigne et ça, voilà, ça a été beaucoup discuté. C'était sympa, la Shoah était sympa. Le dessin animé tiré du livre de Michel Kichka, les secrets de mon père. Voilà, il y a d'autres produits culturels comme un film. Je vous propose qu'on regarde un tout petit bout des Héritiers, mais ça date de 2015, mais c'était un projet exceptionnel. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Madame, pourquoi on parle toujours des juifs? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Y a pas plus funky, là, comme concours? Je pense, moi, que vous avez énormément de choses à dire là-dessus. C'est meilleur ce qu'on a fait, tu peux remballer ton travail. Vous ne vous parlez pas, ça ne change pas. À travers les livres, les films, les documents, tout ça, c'est un peu comme si on faisait des rencontres. Une question, Yanis Roder. Est-ce qu'il y a des villes où c'est plus compliqué? Je pense à Toulouse notamment. Et d'ailleurs, Philippe Lévy, vous pouvez aussi réagir. Est-ce qu'il y a des villes où c'est plus compliqué? Parce que là, il est sympa, le projet. C'est une histoire vraie. Mais enfin, ça date de 2015. Il y a des contextes qui sont plus difficiles que l'autre, c'est indéniable. Il y a, alors vous parlez de Toulouse, évidemment, il y a certains quartiers à Toulouse, dans l'agglomération toulousaine, mais Toulouse n'est pas une exception, hein, ça arrive ailleurs, où effectivement il est plus difficile d'enseigner, de parler de l'histoire de la Shoah, de parler de l'histoire des Juifs d'une manière générale. Et parfois il arrive que des élèves renvoient à la figure de l'enseignant, dont je salue effectivement le courage et la ténacité, renvoient eh bien, ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Palestine. Et pourquoi cela? D'abord, et cela rejoint ce que vous disiez hein, sur les produits culturels, un produit culturel ne nous dit pas l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Le danger du produit culturel qui se suffirait à lui-même, si vous voulez, ou qui aurait l'ambition de se suffire à lui-même, c'est que finalement il édulcore, il euphémise, il ne rend pas compte de ce qu'a été réellement l'histoire de la Shoah. Et donc, dans des raccourcis qui sont liés à l'émotion. J'ai ressenti une fois cette émotion, je la ressens une nouvelle fois en voyant un produit culturel ou alors en voyant une autre image sur, par exemple, disons les choses clairement, les territoires palestiniens. Eh bien, je vais associer les deux et je vais dire voilà, bah en fait c'est la même chose, il se passe la même chose parce que cela fait appel à la même émotion. Pour quelqu'un qui n'a pas le fond historique. Et donc, d'où l'importance de faire de l'histoire, parce que comparaison n'est pas raison, et parce que tout n'est pas Auschwitz. Or, édulcorer les choses à travers des produits culturels qui auraient la prétention de se suffire à eux-mêmes, c'est conduire au fait que tout deviendrait Auschwitz. Or, tout n'est pas Auschwitz. Mmh. Donc, une réaction, Philippe Lévy? Sinon, je voulais juste... Nous avons reçu d'ailleurs cette année dans les candidatures celle d'une enseignante dans l'agglomération de Toulouse, effectivement, et quand elle a abordé ce sujet, d'emblée, et pourtant c'était une classe de premier degré, les jeunes ont parlé de Mohamed Merah. Donc ça a été assez violent. Et ce qui est formidable, c'est le travail de déconstruction, patient, très, très documenté aussi de la part de l'enseignante, qui est une véritable hussarde noire de la République, parce que en vérité, la classe lui était hostile. Et effectivement, comparaison n'est pas raison. Mais ce qui est formidable, c'est que, in fine, il y a eu un cheminement formidable de cette classe. Et il y a eu parfois un ascenseur émotionnel. Et au final, eh bien, on a une classe qui est citoyenne, qui est capable d'avoir du discernement, qui revient sur ces stéréotypes qui sont très, très ancrés. Et celui qui était martyr, eh bien, finit par être voilà, remis là où il doit être pour une approche de la classe beaucoup plus universelle aussi. Donc, ça forge des citoyens. Yanis le dit souvent dans ses formations et dans ses livres. La Shoah, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire grandir
des jeunes et leur permettre d'être des vigies de ce monde et de Bien sentir sûr. voilà, Et la culture le permet dans tous les sens du terme. D'ailleurs, Yanis, vous êtes en ce moment au Mémorial de la Shoah où il y a une exposition qui s'appelle Spirou dans la tourmente de la Shoah. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai lu Spirou voit son pays envahi par... j'ai trouvé, ça m'a un peu troublée. Voilà. Donc, il y a une ligne parfois un peu compliquée à tenir. Il y a quand même des romans aussi qui sortent. Je voudrais en citer deux avant de parler du vôtre, François Heilbronn. Il y a celui de Ginette Kolinka qui s'appelle Une vie heureuse. Et il y a celui également d'Isabelle Choco qui s'appelle La mort en échec. Je cite ces deux livres d'abord parce qu'ils sont dans l'actualité, ils sortent ce mois-ci, et ensuite parce qu'elles sont les toutes dernières témoins du camp. Et c'est ce qu'on disait en préambule de cette émission, on arrive dans une ère où les témoins ne sont plus là. Vous, votre... Ce ne sont pas des romans. Isabelle Choco était dans le ghetto de Lodz, a été déportée à Auschwitz et rescapée. Ginette Kolinka a été arrêtée à Paris et rescapée. Ce sont effectivement, en France, les deux derniers rescapés. Ce sont des témoignages. Et c'est la force de ce témoignage. Et en plus, Isabelle et Ginette sont deux femmes absolument formidables, de courage et de pédagogie et d'entrain. Ce sont des très grands témoins du mémorial qui nous accompagnent depuis toujours. Moi, mon premier voyage à Auschwitz, il y a 20 ans, c'était Ginette Kolinka qui m'a accompagné et qui m'a fait découvrir Birkenau. Et c'est une témoin formidable. Donc, elle passe sa vie dans les écoles, on l'avait déjà reçue en culture, mais là, vraiment, elle a un agenda de ministre, elle ne peut pas aller dans les écoles. C'est exactement, mais elle garde la forme. Je voulais citer ces deux livres donc, parce que ce sont des derniers témoins vivants. Et il y a des romans qui sont écrits, notamment par vous, par exemple, comme celui-ci, Deux étés 44. Et vous liez, François, Deux étés 44. Et j'ai lu que c'était un peu grâce à Simone Veil et Jacques Chirac en 2007 que vous êtes lancé parce que vous vouliez raconter à votre fils. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire de mon ancêtre direct, qui était le docteur Isaïe Serfulman, médecin dans la bonne ville de Metz en 1744. Et à l'été 1744 à Metz, le roi Louis XV, qui part faire la guerre contre les Autrichiens en Alsace, tombe malade, est aux portes de la mort, après avoir été saigné et purgé par ses médecins, comme on faisait à l'époque pendant une semaine. Il est soigné et guéri par un mystérieux charlatan dont l'histoire tait le nom. Qui a un nom incroyablement compliqué. Et qui est le docteur Isaïe Serf-Ullmann, et qui était était un des 3 docteurs de la communauté juive de Metz. Donc c'est un fait historique peu connu. Il sortait d'où, cet Isaïe Serf-Ullmann ? Il était de Metz. En fait, son père était originaire de Metz. Son père était un très grand médecin, puisqu'il était médecin à la cour du duc de Palatin, qui était un grand royaume en Allemagne, dont le château était à Mannheim. Et lui est un très grand médecin. Et en 3 jours, il va guérir le roi. Mais évidemment, en 1744, on ne peut pas dire qu'un médecin juif a sauvé le roi. Surtout qu'à l'époque, le roi est en conflit avec l'Église, énormément, parce qu'il avait 2 maîtresses, notamment à Metz. Il avait 2 sœurs, la duchesse de Châteauroux, la duchesse de Lauragais, avec qui il faisait l'amour toutes les nuits. Et donc, c'est un énorme scandale. Vive la France. Et donc, le parti des dévots ne supportait pas ça. Et donc, il ne fallait surtout pas dire que le roi avait été sauvé par un médecin juif. Ce qui m'intéressait, c'est raconter cette histoire, c'est pour montrer la grandeur et la profondeur de l'implantation. Et là, derrière vous, il y a une photo des pierres tombales du cimetière juif de Metz du XVIIIe siècle. La profondeur de l'ancrage des Juifs en France. On oublie toujours, et d'ailleurs, il y a eu un très beau colloque qui s'appelait « Les Juifs en France, une présence oubliée ». Ça fait 2000 ans qu'il y a des Juifs en France. Le premier Juif certifié arrive au VIe siècle, c'est Hérode Archélaüs qui est... Ne remontez pas sur parce que je veux que vous nous parliez du 2e été, parce qu'on n'a plus... Voilà, je veux qu'on en parle. J'ai voulu raconter ça, et puis en racontant ça, je me suis rendu compte que le docteur Ullmann sauve le roi le 18 août 1744. Et là, la date me frappe, parce que c'est le jour de la mort, c'était la photo qui vient de passer, c'est le jour de la mort de mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère paternelle, Henri Klotz, lieutenant-colonel de réserve, officier de la Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre 14-18, chef d'entreprise, écrivain. Et il meurt le 18 août 1944 à 5 h du matin dans une annexe du camp de Drancy. Drancy est libéré à midi. Et donc la juxtaposition de ces 2 étés, l'un, un été annonciateur des Lumières pour les Juifs français, c'est le début de l'émancipation, de l'intégration vraiment à la société française après l'expulsion de 1394, et un autre été où, 200 ans plus tard, les descendants d'Isaïe Serfulman, parce qu'Henri Klotz s'est arrêté, mais aussi ses filles, son frère, ses neveux, ses cousins, 8 membres de la famille Klotz et Hayem sont arrêtés le 10 et le 11 juillet 1944. 8 d'entre eux sont déportés à Auschwitz et assassinés à Birkenau au début août 1944, et puis une des sœurs de ma grand-mère en novembre-décembre 1944. Et
Et donc j'ai voulu raconter ça parce que c'est l'un l'annonciation des Lumières, l'autre les ténèbres et la tragédie. Et on est passé de la grandeur et de l'apport des Juifs français à la France à l'abandon, à la trahison et à l'assassinat collectif des Juifs et des Juifs français. C'est un roman incroyable parce qu'on apprend énormément de choses, notamment sur cette communauté juive, sur l'histoire, et c'est une façon intelligente aussi de nous faire entrer, de faire entrer le public dans l'histoire. On aime beaucoup vous avez une famille incroyable d'ailleurs, je me suis fascinée par vos aïeux. Louis Lucien Klotz, le ministre des Finances sous Clémenceau, de 1917 à 1920, et le Tigre se moquait de lui. Tout à fait. Il était ministre de l'Intérieur avant la Première Guerre mondiale, il était ministre des Finances Première Guerre mondiale, et surtout, ça a été le ministre des Finances de Clémenceau, il s'appelait Louis-Lucien Klotz. C'était ministre des Finances de Clémenceau de 1917 à 1920. Donc, il a participé à la victoire. Et d'ailleurs, c'est de lui que vient la célèbre phrase, qui n'est pas si bien d'ailleurs, c'est le Boche-Péra. La fameuse phrase, c'est lui qui l'avait dit en tant que ministre des Finances. Et Clémenceau, toujours drôle et méchant, disait de lui, c'est le seul juif, c'est le ministre des Finances, c'est le seul juif qui ne comprenne rien aux finances. On a lu sa fiche sur Wikipédia, il avait l'air de comprendre quand même pas mal de choses. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci Yanis Roder, merci d'avoir été en direct du Mémorial de la Shoah. Merci Philippe Lévy pour être sorti de votre séminaire. Merci François Heilbronn. Bravo pour ce livre, 2 étés 44 aux éditions Stock. C'est la fin de Culture. Merci aux équipes à Paris et merci aux équipes de Tel Aviv. On se quitte, tout est sur le replay bien sûr. Bye bye.